Hello, bonjour, tu écoutes le nouvel épisode de Travail et moi, le podcast des parcours professionnels inspirants. Aujourd'hui, je reçois Juliette Ledoux. Juliette a vécu sur 4 continents, dans plein de pays différents, de Dakar à Singapour, en passant par le Brésil et l'Allemagne et des passages par la France. D'ailleurs, voilà ce qu'elle dit de l'expatriation. Je crois qu'en fait, l'expatriation, quelque part, c'est ma zone de confort. Et c'est marrant, au bureau en France, quand j'étais salariée, quand j'y allais une ou deux fois par an, les collègues me disaient, mais c'est pas trop dur de partir à l'étranger, d'habiter à l'étranger. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais non, enfin, quelque part, c'est de vivre en France qui est dur pour moi. Alors en écoutant son parcours, tu découvriras comment Juliette a mené sa carrière en prenant des décisions courageuses, en ayant toujours conscience qu'elle pouvait y arriver. Beaucoup de recommencements, parfois avec un filet de sécurité, parfois sans, mais avec la conviction que ça allait bien se passer. Aujourd'hui, elle forme les équipes techniques à la vente et vit de son activité depuis la première année. Comme toujours dans cet épisode, pas de conseils prêts à consommer ou d'injonctions, mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire où puiser ce que tu veux en fait. Je suis Sarah, consultante de carrière, j'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Juliette Ledoux. Bonjour Juliette. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, ça va, chaudement. Il fait chaud à Paris, là. Ouais, tu me disais qu'avant qu'on commence, qu'il faisait 30 degrés et que Ouais, c'était... tout à fait. Ça me rappelle mon Sénégal natal, voilà. Ouais, on va en parler parce que j'ai vu ce matin dans ton post LinkedIn où tu parlais un peu tu présentais certains aspects de ta vie en effet, tu avais passé toute ton enfance et ton adolescence du coup aussi au Sénégal. Mais avant d'en arriver là, je vais te demander de te présenter sans nous dire ce que tu fais. Ça marche. Eh bien, je dirais que je m'appelle Juliette, que j'ai bientôt 34 ans et que j'ai passé la majeure partie de ma vie à l'étranger. Donc, en totalité, 15 ans au Sénégal. Et puis, par la suite, j'ai découvert la France, mais à 18 ans. Et puis après, dès que j'ai pu partir étudier à l'étranger, faire des stages, voilà, j'ai découvert le monde. Et justement, pour revenir sur cette enfance au Sénégal, parce que tu en parlais ce matin sur LinkedIn, quelles étaient les raisons en fait pour lesquelles vous étiez installé au Sénégal? La petite histoire, c'est que mes parents habitaient à Paris. Il me semble que c'était dans le 17e. Et ils se sont dit tous les deux, on a envie de bouger. Et le premier qui trouve du travail à l'étranger, bah, emmène l'autre. Et ma mère travaillait beaucoup avec Hong Kong. Elle était dans le textile. Et mon père, lui, était passionné d'Afrique noire. Donc le Sénégal, la Guinée, Conakry notamment. Et puis voilà, il se trouve que chacun travaillait à l'international et lui, il a eu une proposition pour le Sénégal et c'est comme ça qu'on est parti en 97. Donc moi, j'avais 5 ans. Et est-ce que tu sais dire aujourd'hui ce que cette enfance en Afrique t'a apporté en termes de personnalité ou aussi dans ta vie pro? Euh, je ne sais pas si c'est l'Afrique en tant que telle, mais en tout cas, le fait d'avoir grandi à l'étranger, je remarque. Alors, c'est peut-être un biais, hein, mais j'ai quand même cette sensation que toutes les personnes qui ont grandi hors de leur pays d'origine ont une ouverture d'esprit et une appétence à la tolérance. Je crois que on est curieux des autres, je dirais. Donc, un regard neuf, peut-être même naïf hein, sur certaines situations, mais en tout cas peut-être moins d'a priori, où on est ouvert à beaucoup de choses et je crois que ça pousse à aller vers les autres et à être curieux. Donc je crois que ça, c'est un peu la marque de fabrique de ceux qui ont vécu ce type d'expérience. Hmm.
Et tu disais aussi, du coup, toujours dans ton poste de ce matin, que tu avais fait des études littéraires. Donc j'imagine que tu as passé ton bac littéraire quand tu étais encore au Sénégal. Ouais. Et est-ce que justement les études littéraires, c'était un choix pour toi ou c'était un peu, je sais pas quoi faire, je vais faire un truc qui me plaît, ou c'était quelque chose qui te tenait à cœur? Ah, moi, c'était un vrai choix. Je crois que je savais depuis toute petite que je ferais un parcours littéraire. Donc ça a été une délivrance de ne plus avoir de maths, de physique, de tout ça. J'ai adoré les années première terminale. Je crois qu'en terminale, ou enfin, je sais plus, première ou terminale, il fallait lire 12 livres dans l'année. Je les avais pratiquement tous lus avant d'arriver en cours, enfin dès qu'on avait le programme, voilà. Donc non, moi c'était un vrai choix. De ce que j'ai compris en France, il y a un petit jugement sur les études, enfin sur le bac L. Euh, Au Sénégal, on n'avait pas ça du tout. C'était pas ce jugement de bah, au Sénégal, c'était les intellos, les L. Voilà. Donc je l'ai jamais vécu comme quelque chose de négatif ou voilà. C'est plus en arrivant en France que j'ai compris que ça n'avait pas la même connotation. Bon. Mhm. Et du coup, quand tu t'es engagé dans ces études littéraires, tu avais une idée de job derrière, il y avait quelque chose qui t'intéressait? Je crois que honnêtement, hein, j'étais pas assez douée. Bon, S, on n'en parle pas. ES, ça aurait bloqué pour tout ce qui était scientifique. Moi, j'avais fait un blocage. J'avais fait un vrai blocage depuis très longtemps. Donc, c'est vrai que je crois que j'avais pas non plus trop d'autres options. Donc, tant mieux que ça m'allait très bien de faire L. Euh, J'avais insisté. Moi, je voulais voyager. Je voulais vendre. Je voulais être dans un environnement négo-vente, être dans le commerce, quoi. C'était les deux grands critères. Et parler les langues, voilà, c'était les trois points. Donc, ça me prédisposait pour des études de commerce, pas forcément des études de langue ou de philo, ou voilà. Euh, c'est vrai qu'on m'a souvent dit, mais attends, avec un bac littéraire, tu pourras pas faire ça. Moi, je me suis jamais mis de barrière, donc j'ai postulé autant aux écoles de commerce que les IUT, IUT de Sceaux, je me souviens à l'époque en technique de commercialisation. J'ai eu tout ce que je voulais, donc voilà, c'est allé assez naturellement vers tout ce qui était en lien avec le négoce, Mhm. euh, in fine. Et du coup, parce qu'aujourd'hui tu travailles, on y reviendra, à former des gens à la vente, de façon large, on y reviendra un peu plus en détail, mais du coup cet aspect commerce et négociation, c'est un truc qui remonte à loin chez toi, pour lequel tu avais une appétence déjà en étant plus jeune? Je crois que oui, dans le sens où au Sénégal, comme dans beaucoup de pays en voie de développement, tout se négocie. Donc depuis petit, et ça c'est pas que moi, je crois que tous ceux qui ont grandi dans ces environnements, on a tous une appétence à négocier. Enfin, en fait, c'est qu'on est un peu obligé. C'est comme ça que ça se passe. Donc pour moi, c'était un jeu. Je le voyais vraiment comme une agilité quelque part de l'esprit, de quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille acheter, il y a toujours ce petit réflexe de le négocier d'abord. Encore une fois, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui ont été compliquées à intégrer en arrivant à 18 ans. Mais je crois que c'est de là que ça vient. Et quand tu dis que c'était compliqué à intégrer en arrivant à 18 ans, ça veut dire quoi? Que tu as voulu négocier des trucs et tu as compris qu'en fait, non, ça allait pas être possible ou Ouais. Si le prix est affiché sur une étiquette, c'est que c'est affiché, c'est que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas à chercher à avoir un truc en plus, ou il y a pas, voilà. Donc, oui, ça c'est un exemple, mais il y en a eu plein d'autres où, tu vois, nous, au Sénégal, on dit bonjour tout le temps. Et on dit bonjour plusieurs fois avant vraiment de passer à autre chose. Donc, moi, j'ai des souvenirs où j'arrivais dans une boulangerie chercher mon pain. À dire au boulanger bonjour, ça va bien, oui, ça va bien. Et, bon, elle me regardait très bizarrement, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Mm, mm. Voilà, Quand j'étais au Mali, il y avait un copain qui disait si t'as pas passé 15 minutes à saluer la personne que tu rencontres, c'est que tu as raté quelque chose. c'est ça.
C'est impoli, il y a un manque de curiosité, et on salue tout le monde de la même manière, que ce soit le gardien en bas de chez soi, ou je ne sais qui. Enfin, vraiment, ça fait partie de quelque part l'éducation, je dirais. Mais bon, ce sont des valeurs qui sont propres au Sénégal ou au Mali. Ça ne veut pas dire qu'en France, si on ne le fait pas, on est impoli, mais il y a d'autres codes, voilà, il y a d'autres choses à savoir. Et donc, du coup, à 18 ans, tu arrives en France, j'imagine, pour démarrer tes études. Donc, tu es immédiatement immergé complètement dans un système franco-français avec ses règles et ses modes de fonctionnement. Et est-ce qu'il t'a fallu du temps pour trouver tes marques? Comment ça s'est passé cette arrivée finalement? La particularité, c'est que moi, je suis arrivée chez ma grand-mère qui habitait Paris. Et donc, ça a été les 5 ans voilà, d'études, je les ai fait chez elle. Donc, ça a été génial et en même temps super énervant sur plein de points parce qu'elle était très pointilleuse sur plein de choses. Donc, mais l'arrivée, j'ai eu un soft landing quelque part parce que j'arrivais chez quelqu'un que je connaissais. Euh, Après, j'avais pas d'amis, vraiment. J'avais pas d'amis de mon âge en fait. J'avais que son cercle à elle. Donc la difficulté, ça a été de se faire des potes. Ce que je me suis vite rendu compte, c'est que le sens de l'humour était pas le même. Donc ce qui faisait rire les gens me faisait pas rire. Et puis ce qui moi me faisait rire, les faisait pas rire non plus. Donc c'est compliqué de communiquer et de se faire des amitiés dans ces conditions. Donc le décalage, je l'ai senti à ce niveau-là. Et du coup, tu as mis combien de temps pour arriver à te créer un cercle et être confortable dans ta vie à Paris? Je crois que ça a mis plus d'un an et je me souviens très bien de ce qui a tout changé. Mon meilleur ami était dans la même école en fait à Paris et lui il avait un an de plus. Enfin bref, il a redoublé. On s'est retrouvés dans la même classe, dans la même école en même temps. Et à un moment, il me dit, écoute, faut que je t'emmène faire du shopping. Je dis, ah bon? Il me dit oui, oui. Et donc, il me dit, on n'est pas à Dakar ici, en gros. On n'est pas, voilà. Donc, il m'a amené au BHV, je m'en souviens très bien. Et il m'a dit, tu vas acheter ce jean slim, tu vas acheter le sac Longchamp pliage à l'époque, qui coûtait 70 euros. Ça me paraissait le bout du monde, clairement. Et il m'a rhabillée. Il m'a littéralement rhabillée. Et donc, ça, c'était les codes que j'avais pas compris, que j'avais pas perçus. Et je sais pas si sans lui, j'aurais fini par capter, mais j'ai vu la différence de comportement du jour au lendemain. J'ai C'est le comme, regard des autres, en fait, a changé? c'était délirant, en fait, de me rendre compte que je n'étais plus transparente. Les gens me regardaient et m'adressaient la parole. Et là, j'ai compris d'ailleurs le pouvoir de l'apparence, hein. Il suffit de mettre le sac à la mode pour que tout de suite on rentre dans une sorte de moule ou de clan ou de OK, on a les mêmes codes quelque part. Et donc on peut échanger. Mais avant ça, je crois que j'étais la fille bizarre. Ouais. Hmm, ok. Et est-ce que, du coup, est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers aujourd'hui? Parce qu'il me semble avoir vu un post de toi sur justement tes tenues de travail. Ouais, Donc, est-ce que cette prise de conscience, est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers aujourd'hui dans ton activité aussi? ouais, totalement. Oui, oui. Sûrement que ça vient de là, j'en sais rien, mais je pense que l'image est un outil. Donc, il faut en comprendre les codes et qu'en fonction de ce qu'on veut communiquer, de ce qu'on veut véhiculer, eh bien, voilà, ça fait partie des outils de la palette enfin, voilà, dans la boîte à outils. Donc aujourd'hui, oui, oui, quand je vais en workshop, le premier jour, je m'habille d'une certaine manière. Le deuxième jour, c'est légèrement plus décontracté. Mais oui, le premier jour, oui, ça annonce la couleur. Enfin, tout à fait. Ouais. Et est-ce que, du coup, c'est juste un peu en aparté, mais est-ce que tu penses que en tant que... parce que du coup, on va revenir sur ton activité, mais en tant que femme dans un milieu plutôt masculin, parce que tu t'adresses essentiellement à des ingénieurs, si j'ai bien compris, est-ce que c'est encore plus important pour toi d'utiliser cet outil justement de l'apparence versus un homme, par exemple, qui n'aurait pas peut-être besoin d'y prêter autant attention? Je me souviens avoir fait une formation, d'ailleurs, à Amsterdam, quand j'y pense. C'était Service Design Thinking.
Euh, et c'était sur 3 jours. Et tu vois, ça m'avait marqué parce que le formateur était arrivé le premier jour en costard-cravate, ou équivalent, mais en tout cas très habillé. Le deuxième jour, il avait enlevé la cravate. Et puis le troisième jour, il avait juste la chemise et des baskets. Voilà. Et en fait, il nous avait expliqué par la suite, c'est ça, c'est adaptez-vous en fonction, mais toujours la première impression, elle est importante. Donc, mieux vaut faire plus pro que pas assez au début. Et après, on peut se détendre quelque part. Et j'avais trouvé ça assez pertinent. Donc ça, je l'utilise. Et d'être une femme, oui, je crois que je dois avoir conscience du fait que les 3 quarts du temps, sur 12 personnes dans la salle de formation, je suis la seule femme. Donc, je dois être consciente de la manière dont je m'habille. Euh, pour être moins à l'aise déjà. Euh, voilà. C'est marrant ce que tu dis sur Amsterdam parce que ici, justement, les gens sont plutôt en mode décontracté tout le temps. C'est-à-dire que tu peux aller à l'opéra et voir quelqu'un qui a un jean avec des trous Ouais. et en flip-flop quasiment. Ouais. Je suis étonnée que le formateur ait joué le jeu de le premier jour plus formel et se décontracter au fil des 3 journées, quoi. Mais c'était un anglais, donc bon, si on joue sur les préjugés, je sais pas si voilà, c'est pas non plus le. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était son conseil et moi, ça m'a parlé et je l'ai gardé. Mm. Donc du coup, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux présenter ton activité, nous dire ce que tu fais et après comment tu en es arrivé là? Ouais. Je forme les ingénieurs à la vente, ingénieurs ou profils techniques. En tout cas, toutes les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir une formation commerciale ou de négociation auparavant dans leur carrière. Très souvent, c'est des gens qui ont fait toutes les études euh, oui, bah, techniques et qui à un moment se retrouvent à être dans une situation où pour qu'ils puissent progresser dans leur carrière, eh bien, il faut qu'ils passent par un épisode vente. Et donc là, ça devient un peu c'est pas une obligation, mais c'est le passage attendu pour qu'ils puissent progresser. Euh, En fait, il y a plein de cas de figure. Il y a aussi des techniciens de maintenance sur des usines qui, en fait, peuvent être un super véhicule de vente s'ils sont formés. Donc ça, c'est la direction qui prend conscience de ça et qui dit, bah oui, vu qu'ils sont au contact des clients au quotidien, il faut absolument qu'on leur donne les clés pour qu'ils puissent nous remonter les infos. Euh, donc voilà, il y a plein de cas de figure. Mais voilà, ce sont les gens avec qui je travaille le plus. Et comment est-ce que tu as choisi cette cible-là de clients du coup? Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans pour une société allemande de process engineering, donc une société qui fabrique des machines de production dans l'agroalimentaire, dans la pharma, la chimie. Euh, j'ai fait une école de commerce, donc c'est vrai que j'ai pas compris immédiatement pourquoi ils m'avaient embauché, puisque tout le monde était ingénieur autour de moi. Et puis en fait, j'ai compris par la suite que c'est la manière dont je m'étais préparée à l'entretien qui avait retenu l'attention, parce que j'avais fait une mini-étude de marché sur les marchés à développer et comment aller chercher du business. Et je ne m'étais pas du tout focalisée sur la partie technique, puisque j'y connaissais rien, les machines, honnêtement, voilà. Et donc, en voyant ça, j'ai réalisé aussi après dans le job que mes collègues ingénieurs, voilà, ils mettaient le focus sur tout ce qui était application, sur tout ce qui était produit, mais pas du tout sur la partie commerciale. Et donc c'est en réalisant ça que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider en interne à mieux vendre déjà, et puis à apprécier ça. Parce que j'en voyais beaucoup aussi qui transpiraient à grosses gouttes à l'idée de faire un rendez-vous avec un client, un rendez-vous commercial, je veux dire ou qui ne savaient pas du tout par où commencer pour aller prospecter un nouveau marché. Et hop, ils étaient plongés, il fallait aller développer l'Inde. Et le mec, il était basé en Belgique, il avait, enfin, donc, euh, donc c'était ça au démarrage, c'était comment aider mes collègues. Et puis en testant en interne,
Au bout d'un moment, en voyant aussi les résultats, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais là, je pourrais le faire pour plein d'autres sociétés. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à créer ma boîte. Et est-ce que le fait de travailler en créant ta boîte, c'était quelque chose que tu avais prévu, que tu avais anticipé, ou c'est l'opportunité qui a fait que tu l'as fait finalement? Je l'avais absolument pas prévu. J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Vraiment. Moi, je défendais le salariat en disant, mais c'est super, il y a vraiment un confort, on reçoit le même salaire, que les résultats soient bons ou pas, en soi, bon, hormis si on est vraiment mauvais, c'est très stable. Donc, non, moi, j'étais très bien dans mon salariat. Euh, Ce qui s'est passé pendant Covid, je pense que j'ai fait un mini burn-out. Pour plein de raisons, mais je me retrouvais plus. Je rentrais de Singapour, j'étais en Allemagne, tu vois, il y a un retour d'expat qui est. Et puis, nouvelle expatriation qui était pas évidente. Je me suis fait opérer du pied et je suis restée 3 mois alitée, à ne plus pouvoir mettre le pied par terre. Et là, je t'assure que ça fait réfléchir, hein. Donc, la question s'est posée, qu'est-ce que je préfère faire dans ma vie? Est-ce que c'est vendre des machines ou est-ce que c'est former des gens à le faire? Et là, j'ai senti. Là, j'ai senti qu'en fait, j'ai tout fait dans mon poste et qu'il me fallait autre chose avec plus de challenge, plus de... Donc, j'ai pris la décision euh, de tout quitter sans trop savoir ce qui allait se passer par la suite. Je me suis mise en arrêt, je crois, 1 mois et demi, tu vois, et puis j'ai su en fait. Donc, au bout d'un mois, j'ai appelé mon boss et je lui ai dit, écoute, je vais pas revenir. Il me dit, mais prends ton temps, tu verras, attends, ça va aller. Il me dit, et j'étais là, non, en fait, je savais au fond de moi. Mais je savais pas du tout comment j'allais rebondir. Mais j'avais qu'une phrase en tête et c'était formation commerciale pour ingénieur. Voilà. Donc, à ce moment-là, bah, j'ai démissionné. Et il m'a dit, écoute, il m'a dit cette phrase quand même qui m'a beaucoup soulagée et qui m'a vraiment rassurée. Il m'a dit, tu reviens quand tu veux. Si tu changes d'avis, tu reviens. Je te rembauche. Et je crois que ça, enfin, j'y ai jamais repensé, j'ai jamais saisi cette piste-là, mais rien qu'ils me le disent, ça m'a donné énormément confiance pour la suite. Donc après, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai écrit sur LinkedIn, d'ailleurs. J'ai dit, bah voilà, je quitte la société. Euh, et j'avais pas de plan tant que ça, hein, hormis cette idée conceptuelle de formation commerciale pour ingénieurs. Et puis en fait, là, c'est là où je me dis, il y a une chose qu'on ne peut pas prévoir dans la vie, c'est les opportunités. Euh, j'ai quelqu'un de mon réseau qui a vu ce poste et qui m'a appelé. Et alors, cette personne a vraiment un franc-parler, voilà, donc il m'appelle, il me dit, Ledou, vous me cherchez du boulot? Je lui dis, non, je cherche des clients. Et il me dit, ah bon, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire quoi? Je lui dis, bah, je vais faire de la formation commerciale pour ingénieur, voilà. Il me dit, mais ça tombe très bien. Je suis en train de former mes équipes. Et donc là, il travaille pour une autre société allemande, mais basée en France. Et il me dit, voilà, j'ai une formatrice allemande qui a fait toutes les formations en allemand pour les équipes en Allemagne, mais on a besoin de quelqu'un pour faire la formation de mon équipe en France. Et je voudrais que ce soit vous. Et donc là, j'ai dit, bah d'accord. Il me dit, je vous mets en rapport avec la formatrice, vous débrouillez. Donc je l'ai eu au téléphone. Et puis elle m'a dit, mais vous seriez capable de traduire mon workshop de l'allemand au français, sachant que je parlais pas un mot d'allemand. Et là, je crois que dans la vie, il faut prendre des décisions. Et j'ai pas eu le temps de dire autre chose que oui, natürlich, bien sûr. J'ai raccroché de cet appel et là, j'ai transpiré. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Mais bon, je l'ai fait. Enfin, aujourd'hui, on a les outils, on a DeepL, on a ce qu'on veut pour, voilà, je me suis débrouillée, j'ai fait relire par plein d'amis allemands. Enfin, mais c'est comme ça que ça a commencé. Ma toute première opportunité, c'est ça. Hmm. Donc en fait, le déroulement, c'est à un moment, il y a une pause qui t'est imposée justement du fait de ton opération et qui te donne finalement l'espace mental pour te dire, c'est pas ce que j'ai envie de faire, je vais changer. Ouais.
Et après, il y a la prise de décision avec l'espèce de filet de sécurité de vous revenez quand vous voulez, il y aura toujours de la place pour vous dans l'entreprise. Ouais. Et ensuite, il y a le bah maintenant, j'assume, je poste sur LinkedIn et là, boum, une opportunité. Ouais. Mais tu vois, euh, j'aime bien dire quand on secoue le cocotier, il y a notre coco qui tombe, hein. Il y a quand même eu cet aspect proactif de ma part quand je regarde en arrière où j'ai pris des décisions et puis j'ai dit oui aux opportunités. J'avais pas forcément de filet à ce moment-là, mais je me suis fait confiance en me disant tu sauras toujours rebondir. Et j'ai vraiment cette image du chat qui, tu sais, qui tombe, les chats qui tombent. Je sais pas si tu vois les images Mm, au ralenti, on les voit vraiment se retourner et puis arriver où ils arrivent les quatre pattes au sol et voilà, tu sauras toujours faire comme le chat. mm. Et ça, c'est une croyance qui m'est très utile, je crois. Et d'où elle te vient cette croyance justement? Est-ce que ça vient de ton éducation ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit au fur et à mesure de tes expériences? Un peu les deux. Je crois que j'ai quand même été éduquée là-dedans. Ma mère, je ne sais pas si elle le verbalisait, mais c'était du style tant que tu te bouges les fesses, tout ira bien, quoi. Donc ça ne tient qu'à toi, en fait. Et ça, probablement que. Et puis je l'ai vu faire aussi, donc ça a été un rôle modèle, clairement. Et se sortir de situations bah, de la vie pas évidentes. Donc je crois que quand on voit ça, par mimétisme, quelque part, enfin, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est juste, c'était instinctif quelque part. Euh, Et puis aussi de se dire, si tu as été capable de te mettre dans cette situation, tu es aussi capable de t'en sortir. Euh, donc après, il y a peut-être aussi un aspect de personnalité pure. Et je sais pas. Mm. Et est-ce que tu penses que les différentes expatriations Ouais. que tu as eues jouent un rôle? Parce que finalement, à chaque expatriation, on remet en jeu un peu son parcours, ses idées reçues, etc., quoi. Et donc, à chaque fois qu'on surmonte une expatriation en se disant, je suis arrivée, je connaissais pas, maintenant je suis à l'aise et tout, on construit aussi quelque part une forme de confiance en soi en se disant, ben, j'ai pu vivre dans plusieurs pays avec des cultures différentes, etc. J'y suis toujours arrivée. Les situations autour de moi vont changer, j'y arriverai de toute façon. Je crois qu'en fait, l'expatriation, quelque part, c'est ma zone de confort. Et c'est marrant, au bureau en France, quand j'étais salariée, quand j'y allais une ou deux fois par an, des collègues me disaient, mais c'est pas trop dur de partir à l'étranger, d'habiter à l'étranger. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais non, enfin, quelque part, c'est de vivre en France qui est dur pour moi. Donc voilà, l'expatriation, je l'ai toujours vu comme un jeu, quoi. Vraiment un terrain de jeu où tout est possible, il y a tout à découvrir, il y a tout à découvrir. Donc même quand c'est difficile, ça fait partie du truc. Et je me dis, bah, je préfère vivre des moments difficiles, mais tout en apprenant, tout en découvrant une autre culture, Et des fois, c'est chiant, hein. Des fois, c'est la langue, l'allemand. Moi, je ne le parlais pas du tout quand je suis arrivée. Bon, ça a été quand même ardos à ce niveau-là. Mais je préfère quelque part vivre ce que j'appelle la LEM, donc la loi de l'emmerdement maximal en allemand, que, que bon, d'être dans un quotidien très lisse où je maîtrise tout. En tout cas, je crois que c'était ça la démarche à l'époque. Hmm. Ok. Et donc, si on reprend le fil de ton parcours, tu viens faire tes études en France et une fois que tu as fini tes études, donc tu as fait une école de commerce, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, dès que j'ai pu partir faire des séjours à l'étranger, dans des universités, des échanges, des stages, je l'ai fait. Parce que franchement, j'étais pas bien en France. Je m'y retrouvais pas. Euh, et puis, ma dernière année, je l'ai passée au Brésil.
Et donc là, c'était un vrai choix. D'ailleurs, j'étais rentrée dans cette école en master. J'avais fait une passerelle entre le bachelor et le master parce que je voulais absolument apprendre le portugais et ils avaient un parcours lusophone. D'ailleurs, ils m'avaient dit au recrutement, mais pourquoi on vous prendrait? Parce que vous parlez pas portugais. Je leur avais dit, mais c'est pour quand qu'il faut savoir le portugais? Ils m'ont dit, bah, on est en mai, c'est pour la rentrée en septembre ou octobre, je sais plus. J'ai dit, bah, ce sera fait, n'en faites pas. Et là, pareil, je suis ressortie de là en me disant, mais qu'est-ce que j'ai raconté, quoi. Mais bon, mais je l'ai fait. Je m'y suis collée tout l'été, alors c'était loin d'être parfait, mais c'était suffisant pour que ça passe. Donc j'ai terminé et je leur avais dit, moi je viens chez vous pour apprendre le portugais et pour faire le semestre à l'étranger. Et donc j'ai terminé mon parcours à Sao Paulo et je voulais absolument trouver du boulot là-bas. Donc j'étais très câblée VIE. Mais voilà, moi j'ai toujours, voilà, ma mère qui m'a toujours dit, tu lances tes cannes à pêche à droite à gauche et puis tu verras où le poisson est mort. Donc j'ai pas postulé qu'au Brésil, j'ai postulé vraiment à tellement de VIE partout dans le monde, sans souci de me dire est-ce que je vais me plaire dans tel pays. C'est vraiment, t'envoies les cannes à pêche et tu verras après où ça tire. Et en fait, j'étais en lice pour plusieurs VIE, mais c'est celui du Sénégal qui a vraiment fonctionné, donc le hasard de la vie. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Je suis retournée au Sénégal en VIE. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas dans ce VIE? Et ben, je développais, c'était vraiment du pur business développement pour cette fameuse société d'engineering où je développais le marché ouest-africain. Donc, j'avais rien compris à ce qu'ils faisaient. Ils faisaient de l'évaporation et du séchage. Donc, en gros, c'est comment faire du lait en poudre. J'avais vraiment rien compris, hein. Mais je me suis focalisée sur bah, quelles sont les opportunités, quels sont les pays en Afrique de l'Ouest où c'est le plus porteur. Je m'étais dit, bah, le rendement d'une vache au Sénégal, c'est 3 litres par jour, donc je vois pas ce qu'on va sécher comme lait, mais c'est eux les experts, donc je vais pas la ramener tout de suite. Mais, mais bon, voilà, et oui, il y a eu 200 personnes qui avaient postulé à ce VIE et ils ont pris la seule qui n'était pas ingénieure, en gros. Euh, donc ça a été un élément fort, je crois, et qui a planté une graine pour ensuite créer ma société. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas ingé va réussir à aller vendre des machines de production? Ouais. Ouais. Et donc, t'es passé, ton VIE, tu l'as fait pendant 1 an, 2 ans au Sénégal? C'était 1 an et demi. Ok. Et après cette expérience, Après, j'ai été démarchée pour une autre société en France, mais pour le marché Amérique latine. Et moi, j'adorais. J'ai étudié en Argentine, au Brésil, donc j'étais à fond. Donc j'ai posé ma démission. Enfin, c'était la fin du contrat, de toute façon. Je leur ai dit, bah voilà. Et puis, c'était pas positionné non plus pour la suite. Donc, à un moment, fallait bien prévoir la suite. Et c'est en posant cette lettre de démission, de fin de mission, qu'ils m'ont rappelé en me disant, mais vous allez où? On a un poste à Bogota ou à Singapour, vous voulez quoi? Et là, j'ai halluciné. J'étais, ah, mais moi, j'ai commencé à m'engager avec l'autre société. Je peux, enfin, je dis, à moins que vous me fassiez une offre sous les 48 heures, tant pis, quoi. Et j'ai vraiment dit ça en me disant, ils le feront jamais. Vu comment les process peuvent être longs dans des grands groupes, j'étais persuadée qu'ils le feraient jamais. Et ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et c'est comme ça que j'ai choisi Singapour. En me disant, l'Asie, je connais pas. Donc, c'est parti. et donc là, tu arrives à Singapour, tu connais pas, donc tu refais, il faut que tu refasses ton réseau. Comment ça se passe au début? Ouais, je dirais que c'est assez rapide parce que déjà, c'est un petit pays. La communauté française, elle est quand même très soudée, donc au début, c'était plutôt la communauté française, mais en fait, si on a envie de faire des rencontres à Singapour, c'est assez fluide. Il y a plein d'événements business. Donc, euh, donc oui, j'ai fait 4 ans là-bas où je me suis éclatée parce que j'avais un rôle sur la zone Asie-Pacifique. Donc, je travaillais avec l'Indonésie, avec le Vietnam, avec Singapour, Malaisie et la Corée du Sud. Mon patron, il était basé à Shanghai, donc j'y allais aussi régulièrement. Il y avait des missions en Inde. Enfin voilà, moi, là, j'ai été servie.
C'est génial. Hmm. Et ce poste, c'est toi qui l'as quitté ou comment ça s'est passé après? Ils ont annoncé une énième restructuration et, euh, et en disant, on vous inquiétez pas, on vous retrouvera un poste. Vous ferez plus la même chose, mais on vous retrouvera un poste. Et je crois que ça, j'ai pas trop supporté. On me dise, t'inquiète, on gère. Là, ça m'a pas rassurée du tout. J'étais là, mais en fait, je crois que c'est pas dans mon caractère qu'on me dise où tu vas aller, ce que tu vas faire. Et donc, j'ai anticipé en me disant, j'ai pas envie de me retrouver à un poste qui va pas me correspondre. Donc, j'ai appelé l'entité allemande avec qui j'avais vraiment bien bossé ils voulaient développer un certain type de machine sur l'Asie, et donc j'étais le point de contact. Et donc, j'ai appelé le directeur en Allemagne et je lui ai dit, on a bien bossé, toi et moi. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, bah, qu'est-ce que tu me proposes? J'ai envie de partir de Singapour et je veux travailler avec toi. Et il m'a dit, excellente idée, viens à Cologne. Donc c'était le siège de la pharma. Euh, et puis je te file un poste global. Donc tu travailleras pas que sur l'Asie, là, ce sera vraiment le Mexique, les États-Unis, l'Europe, voilà. Et puis j'avais vraiment envie de partir. Accessoirement, j'ai divorcé aussi à ce moment-là. Donc c'est une raison supplémentaire de se dire, bon, on va changer d'air. Donc j'ai dit OK. Alors je suis arrivée 15 jours avant Covid, ça c'est encore autre chose, mais c'est comme ça que le transfert s'est fait. Mais je suis allée le chercher, je l'ai demandé. Et c'était un rôle de business development aussi. Ouais, Et ce que tu faisais à Singapour, c'était aussi du business development du coup. ouais, sur l'Asie. Donc là c'était un rôle, c'était la même chose, mais avec un périmètre monde, donc beaucoup plus large. Et quand tu dis que tu as divorcé, ça veut dire que ton conjoint t'avait suivi à Singapour ou dans tes différents déplacements? Tout à fait, ouais, il m'avait suivi à Singapour. Donc ça c'est encore une autre euh, particularité de vivre l'expatriation en couple. Pas simple. Pas simple quand il y en a un voilà, qui est en pleine expansion dans sa carrière, où ça décolle, ça se passe très bien. Trouver ses marques pour l'autre, c'est pas évident. Hmm. Mais c'est souvent plutôt les femmes, enfin encore aujourd'hui, c'est majoritairement les femmes qui suivent le conjoint masculin qui fait avancer sa carrière en fait. Et ça, on me le dit tout le temps. T'as suivi ton mari? Non, c'est lui qui m'a suivi. Hmm. Et donc là, tu arrives à Cologne, juste avant le Covid, pour démarrer un nouveau poste. Comment ça se passe? Euh, Bah, pas évident, hein. Covid, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu connais personne, tu parles pas la langue et au bout de 15 jours, bah, tu es cloîtré chez toi, même si c'était plus souple qu'en France, je le souligne quand même. Hum, pas simple non plus. Donc, et puis les collègues, pas, enfin, très sympas, mais pas forcément dans le viens, on va faire un after work, voilà, c'était très cadré, chacun avait sa vie. Enfin, donc, c'était pas la même ambiance que Singapour où, quelque part, comme c'est loin, tout le monde, quelque part, habite très, très loin de chez lui. Enfin, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais en tout cas, il y a une telle diversité des cultures à Singapour qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc en fait, on se recrée une famille. Les amis deviennent vraiment la famille et ça crée des liens ultra solides et des amitiés qui quelque part, vont jouer ce rôle de famille. Euh, bon, là, j'étais la seule étrangère pratiquement. Donc c'était pas du tout la même ambiance. Donc pas évident, pas évident. L'apprentissage de la langue aussi. Moi qui adore les langues, qui adore apprendre les langues, en fait j'ai compris aussi que oui, les langues latines quand on est français, c'est facile. Là, on part sur un autre système de fonctionnement de pensée. Donc j'ai passé beaucoup de temps à prendre des cours de langue. Mais ce qui m'a fascinée aussi, j'estime que apprendre une langue, même si on n'a pas l'ambition d'être bilingue,
c'est vraiment la clé pour comprendre les autres, pour comprendre comment ils réfléchissent. Et donc tout de suite, je crois que c'est ça qui m'a vraiment aidé à m'intégrer, malgré Covid. C'est cette envie toujours d'aller vers les autres, de comprendre leur langue, de faire l'effort. Et je crois que ça a été très apprécié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment des amis allemands avec qui je suis très proche et toujours en contact et qui viennent régulièrement me voir à Paris. Donc, quelque part, les amitiés les plus solides de toutes les expatriations que j'ai pu faire, enfin, il y en a qui durent depuis plus de 10 ans, mais je dirais que c'est avec les Allemands. Ok. Et du coup, combien de langues tu parles aujourd'hui? 5. Français, anglais, espagnol, portugais et allemand. Et le arabe, je le compte pas parce que vraiment, bah déjà, c'est un dialecte, donc ça s'écrit plus ou moins. Et moi, je l'ai appris dans la rue à l'oral. Et c'est vrai que j'ai une mémoire aussi, je sais pas écrire, j'ai du mal à retenir. Et donc, je le pratique plus, je l'ai oublié, malheureusement. Est-ce que dans ton futur, parce qu'aujourd'hui tu travailles à ton compte, est-ce que dans ton futur, tu envisages de nouvelles expatriations ou est-ce que tu veux créer quelque chose en France? C'est une question qui sera toujours en suspens. Je crois que je ne serai jamais capable de fermer la porte à l'expatriation, même si je suis très bien en France. Donc après, il faudrait voir sous quel format. Mais je serais complètement capable de dire, je monte une boîte à Singapour, une succursale de ce que je fais ici. J'en sais rien, là, je dream big, mais euh, après, retourner dans le salariat, il faudrait vraiment, vraiment que le poste soit un truc de fou. J'aurais peut-être plus de mal, enfin, je sais pas. Et pourquoi tu aurais plus de mal à retourner dans le salariat du coup? Je crois que la liberté qu'offre le fait d'être indépendant, enfin, ouais, le fait d'avoir sa société, moi, ça a été une bouffée d'air frais. J'aurais du mal aujourd'hui qu'on me dise non, tu peux pas prendre tes vacances à telle date si ça te chante, par exemple. Donc, ou alors il faudrait un cadre de travail où ce soit hyper flexible, sachant que s'il faut travailler les soirs, les week-ends parce qu'il y a un énorme projet, ça je suis complètement capable de le faire, mais j'ai envie d'avoir cette flexibilité de choisir à quel moment je sais qu'il faut vraiment y aller et à quel moment on peut lever le pied. Voilà. Donc c'est peut-être des choses comme ça. Et quand tu as lancé ton activité indépendante, du coup, ton premier client, il est arrivé tout seul à la suite d'un post LinkedIn. Et est-ce qu'après, ça s'est enchaîné ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, je sais pas si ça va marcher? Alors je dirais pas qu'il est arrivé tout seul, parce que ça a quand même été une action proactive. Euh, Bien sûr qu'il y a eu des doutes, il y a eu plein de doutes. Euh, Au démarrage, j'ai voulu collaborer avec des sociétés en France notamment qui faisaient déjà de la formation et puis ça l'a pas fait. Et je crois que tout ça, en fait, c'était... Et donc j'ai eu des grands moments de désespoir en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que... Voilà. Euh, mais je crois que tout ça, c'était des signaux pour me dire, mais non, en fait, il faut que tu te lances et que tu te lances seul. En fait, tu l'as, ton idée, tu sais ce que tu veux faire. Donc, t'as pas forcément besoin de t'associer. Euh, et puis mon deuxième client, ça a été la société pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Donc là aussi, énorme marque de confiance de la part de mon ancien employeur avec qui je suis restée en très bon terme. Et... Donc quelque part, les premiers clients, j'avais même pas encore monté la boîte que je les avais. Euh, donc c'était même un contre-la-montre que de créer la société en Allemagne pour pouvoir facturer. Euh, et puis, par la suite, j'ai eu d'autres opportunités de m'associer et ça l'a pas fait aussi. Et je me dis, ben, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est non, c'est que ça devait pas se faire comme ça et c'est OK. Mais je crois que oui, quand on se lance, en tout cas, moi, je n'avais pas forcément 100% confiance en moi, à la capacité de faire seule. Et peut-être j'avais besoin de me le prouver. En tout cas, aujourd'hui, je suis toute seule et ça fait 4 ans et j'en vis depuis la première année.
Donc, avec des grands moments de, OK, là, j'ai plein de projets, mais les 3 prochains mois, j'en ai zéro. Comment on gère, en fait, ces fluctuations? Mais, euh, mais ça s'apprend aussi, ça, à gérer le stress de qu'est-ce qui va se passer. Et aujourd'hui, je crois que je me fais vraiment confiance. Je sais que je vais aller trouver les opportunités. Je vais les générer. Donc, même quand j'ai des moments de creux en ce moment, enfin, j'arrive à le gérer. Mais ça m'a pris quelques années avant de prendre conscience, en fait, que c'était normal et que ça faisait partie d'un cycle. Et enfin pas ta spécialité, mais une de tes compétences clés, c'est le business développement. Et est-ce que justement pour ton propre business, ça fonctionne de la même façon que quand tu enseignes à une entreprise, par exemple? Ou est-ce que il y a une forme de c'est peut-être plus difficile quand c'est pour ton propre business que quand tu l'enseignes à une boîte ou quand tu le faisais pour une autre boîte? Hum, je dirais que les difficultés qu'il peut y avoir, c'est les sociétés que j'accompagne euh, sont pas aussi agiles que quand c'est qu'une seule personne. Donc moi, si je décide d'investir dans un bootcamp LinkedIn, si je décide d'investir dans Fireflies, qui est un outil qui prend des notes lors des rendez-vous, euh, je le décide et je le mets en action tout de suite. Donc, dans une société, une ETI ou une multinationale, tout de suite, où ça prend beaucoup plus de temps pour aller demander les autorisations, décrocher le budget, même si on ne parle pas forcément de montants énormes. Donc, c'est peut-être là que je vois des différences et que je vois que c'est plus lent. Les PME, je dirais qu'il y a peut-être moins cet effet parce que si le dirigeant il est convaincu que ça va apporter quelque chose, il va être en capacité de prendre la décision assez rapidement. Euh, voilà, c'est vraiment sur ce genre de situation où je vois des différences. Hmm. Mais du coup, tu arrives à appliquer en fait les techniques sur lesquelles tu formes les gens, tu les appliques toi-même à ton propre business. Ouais. Euh, un exemple qui me vient, moi je dis à toutes les personnes qui sont en workshop ou en coaching avec moi, une des premières règles, c'est on ne sort pas d'un rendez-vous sans avoir un deuxième rendez-vous. Si on se débrouille, mais il faut une date, un horaire. Et ça, c'est la règle d'or pour garder le lead de la vente, pour pas perdre le fil. Parce que si on fait pas ça, on passe notre vie à relancer. Et là, on perd un temps de folie, une énergie de folie, on est démotivé. Il y a de fortes chances aussi qu'on ennuie la personne en face et qu'on soit plus du tout vu comme quelqu'un qui va apporter de la valeur, mais comme quelqu'un qui court après. Donc ça, dans la posture, ça va pas. Donc ça, je me l'applique à moi-même, bien sûr. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont des grandes règles. Et ça, c'est valable qu'on soit indépendant ou qu'on soit dans un grand groupe. Hmm. Et du coup, tu disais que ce soit en workshop ou en coaching, donc tu fais à la fois des formations de groupe et des coachings individuels, du coup? Tout à fait, oui. Euh, Autant pour les équipes que je peux former en workshop, ou par la suite on fait des appels de suivi et des coachings individuels, que pour des indépendants aussi que j'accompagne, des dirigeants de start-up ou de plus petites boîtes qui veulent se former, adopter les bons réflexes, diagnostiquer leurs compétences de vente. Donc ça, je le fais aussi. Ouais. Hmm. Et est-ce que tu vois ta boîte grandir dans le sens où tu te vois embaucher des gens ou tu te vois plutôt rester seul? Et ça, c'est la grande question. J'ai pas la réponse dans l'immédiat. Je vois des avantages et des inconvénients à embaucher ou voilà. Euh, J'aime beaucoup travailler en équipe. Donc c'est vrai que pour moi, la question, ce serait plutôt comment m'entourer plus. Euh, à un niveau stratégique, je veux dire, où ça peut être joindre les forces avec une autre société existante, mais qui n'a pas forcément l'aspect formation commerciale. Je sais pas. Vraiment, je suis dans une phase de réflexion. Comment va s'articuler la suite, à quoi elle va ressembler? Euh, la réponse est dans le futur, là. Hmm. Ok. Et donc du coup,
tous les pays dans lesquels tu as vécu, est-ce que, est-ce que tu penses que chaque pays t'a influencé sur un point spécifique? Ouais. Euh, Singapour et l'Allemagne m'ont apporté de la rigueur. Le Sénégal m'a apporté la chaleur humaine, la flexibilité, la débrouillardise. Euh, le Brésil et l'Argentine m'a apporté le, le côté on peut faire du business tout en... Enfin, une manière de faire du business où on ne fait pas forcément de séparation entre le pro et le perso, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne. Les gens ont un téléphone pro, un téléphone perso, surtout. Donc d'ailleurs, on le voit hein, quand on passe un cap dans l'amitié avec des Allemands, tout de suite, on lui dit bah, je te donne mon numéro perso. Et là, on voit, on sent qu'on est passé de l'autre côté. Euh, je crois que j'ai pioché dans chaque culture, dans chaque expérience, ce qui m'a inspiré ou ce qui m'a manqué en me disant bah tiens, ça c'est utile et je prends. Et du coup, qu'est-ce que tu prends ou qu'est-ce que tu as pris de la France? Hmm. Euh, La France, je trouve qu'il y a quand même cette notion de, malgré ce que les gens peuvent dire, moi je trouve qu'il y a une notion d'efficacité. Les gens ont envie que ça fonctionne euh, et de précision dans les horaires, dans le... Je trouve que la France est vraiment au milieu. L'Allemagne est dans une certaine extrême. Si je prends l'histoire des horaires, à être en retard en Allemagne, si on n'est pas 5 minutes avant un rendez-vous, ben on est en retard en fait. Je caricature, mais c'est un peu ça. Euh, le Sénégal, bon, c'est vraiment de l'autre côté du curseur. Euh, la France, je trouve que c'est au milieu. Donc peut-être que c'est ça que je retiens, c'est la capacité à placer le curseur euh, ni dans un extrême ni dans l'autre, et à l'ajuster en permanence en fonction du contexte. Mm, Je trouve que c'est ça que je retiens de la France. ok. Et du coup, on arrive à la fin de cet entretien et je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées, qui est, et si c'était à refaire? Hmm. J'ai eu l'opportunité d'aller étudier aux États-Unis quand j'avais 18 ans. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'étais amoureuse d'un Français de France, voilà. C'est-à-dire que moi j'étais au Sénégal et lui il était à Amiens. Et, euh, et quand je disais oui, je vais aller étudier en France parce que je veux être avec mon chéri qui est à Amiens, tout le monde me regardait en me disant mais elle est folle, celle-là part aux États-Unis et qu'est-ce que tu nous racontes? Et moi j'avais envie d'être française, je crois. J'avais envie de comprendre ma culture d'origine parce que mes deux parents sont français. Donc, j'ai refusé cette opportunité aux États-Unis et pour découvrir la France. J'aurais jamais la réponse de quelle aurait été ma vie si j'étais partie là-bas. Je peux pas dire que j'ai des regrets parce que c'est pas comme si j'avais pas voyagé et que j'avais pas fait ce que je voulais jusque-là. Mais si c'était à refaire, si j'avais une carte à jouer en disant allez, tu recommences, je pense que j'irais voir ce qui se passe du côté des États-Unis. C'était J'irais dans quelle ville que tu avais C'est l'opportunité à de faire? Madison University. On était allé, hein, on avait visité l'université, campus américain de dingue. Et je me dis, c'est fou parce que c'est la folie. Et moi, j'étais obnubilée. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut être. Bon, bref. Mais voilà, j'irai voir de ce côté-là, ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps et ton partage. Merci à toi, de m'avoir proposé cet entretien. Et Avec j'adore plaisir. écouter les épisodes de podcast que tu as déjà fait. C'est très inspirant, donc merci. Ben, merci à toi. Je pense que ton parcours va inspirer pas mal de monde aussi. Ben, Merci. oui, et puis si voilà, il y en a qui veulent prendre contact avec grand plaisir pour faire des partages d'expérience. Ouais. Ouais, super. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!